Merci d'être avec nous à 9h06. Un pistolet sur la tempe. J'ai un pistolet sur la tempe. Voilà ce que dit Florian Philippot. Alors maintenant, savoir si on va tirer ou pas. Je sais pas. Enfin, ce qui va se passer avec Florian Philippot et Marine Le Pen. Mais là, la crise est totale. Le torchon brûle. Oui, c'est vrai, au Front National. Bon, écoutez, on va pas parler de ça. Ce matin, nous avons d'autres sujets. Si vous voulez réagir, vous n'hésitez pas. Bien, d'abord, nous avons évidemment une oreille, un œil sur ce qui se passe, ce qui pourrait se passer en Guadeloupe avec l'ouragan Maria. Vous appelez 3216rmc.fr. C'est évidemment l'information numéro 1. C'est l'information que nous suivons avec grande attention. Nos deux bureaux de vote du jour. Mathieu. Êtes-vous prêt à consommer moins pour vivre mieux? Vous allez nous le dire maintenant en votant par SMS oui ou non au 6 10 71 et en témoignant surtout 3216rmc.fr. Et puis vous nous suivez sur le Facebook Live, en live vidéo. Vous n'hésitez pas à commenter, je ferai remonter vos messages à l'antenne. Voilà, ça c'est le premier bureau de vote. Et le second tout à l'heure. On va parler carburant. Approuvez-vous l'alignement progressif du prix du gasoil sur celui de l'essence? Tout autre sujet. Et là aussi on vous attend au 3216. Vous allez témoigner. Bien, pour le premier sujet, êtes-vous prêt à consommer moins pour vivre mieux? Nous sommes avec Fanny Paris. Bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, chercheur associé à l'Institut lémanique de théologie pratique de Lausanne, spécialiste des habitudes de consommation. La déconsommation, c'est un terme à la mode. Exactement, c'est un terme dont on entend de plus en plus parler. Moi, je dirais que c'est un terme qui va regrouper des réalités qui sont très différentes. En fonction de comment on vit, de qui on est, la déconsommation peut prendre des formes très différentes. On peut consommer moins parce qu'on n'a pas assez d'argent, parce qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat. On peut essayer... Oui. Bah oui, mais pas seulement. Oui. On peut essayer de faire de l'économie collaborative pour essayer de consommer différemment pour sa conscience, pour créer du lien. Et aussi, et attention et surtout, il y a un phénomène de mode qui s'est greffé dessus, où consommer moins pour vivre mieux devient vraiment un phénomène de mode, un phénomène pour sa bonne conscience. Oui, alors, est-ce que consommer moins pour vivre mieux, ce n'est pas quand même réservé à une certaine élite intellectuelle ou à une certaine... Non. Alors, non, ça touche absolument tous les milieux sociaux. Alors, il y a un vrai paradoxe. Ce qui va être visible sur les réseaux sociaux, dans la presse, dans les médias, ça va être cette minorité qui, effectivement, a le temps de se poser des questions sur sa manière de vivre pour se sentir mieux. Mais quand on parle d'économie collaborative, de do-it-yourself, d'un renouveau de l'échange, on est potentiellement surtout les publics, mais ils vont le faire pour des raisons qui sont différentes. Donc d'un côté, vraiment, il y a des gens qui vont avoir le temps et qui vont être sur une élite, qui sont en train d'essayer de diffuser une nouvelle manière de voir les choses, et il y a les autres qui n'ont pas le choix et qui sont vraiment obligés de consommer moins parce que sinon, ils sombreraient un peu plus dans la précarité. Pour des raisons économiques, pour des raisons purement économiques. Mais consommer moins aussi dans les grandes surfaces. Je dis les hyper, les supermarchés. C'est vrai que le comportement des consommateurs est en train de changer. Le comportement des consommateurs change. Effectivement, on va avoir une stagnation ou une diminution de la consommation dans les grandes surfaces. Donc le commerce traditionnel est en train de changer. Mais à côté de ça, on va consommer local, on va consommer bio, on va consommer différemment et souvent même plus, paradoxalement. Et parfois des produits plus chers. Souvent des produits plus chers. Parce que maintenant, on accepte de consommer moins, mais de faire attention à sa santé, à l'environnement et à des causes qui nous sommes chères. Finalement, ça ne coûte pas plus cher. Donc, on consomme moins, on paie un peu plus cher. Ça coûte, oui. Voilà. Alors, ça, c'est... faut relativiser tout ça, quand même. Il faut relativiser tout ça, parce que effectivement, les personnes n'ont pas l'impression que leur panier moyen va augmenter, mais ils ont en général enlevé la viande, enlevé les produits préparés qui coûtent très cher. Mais au final, ils vont acheter beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de fruits bio, ils vont s'équiper pour pouvoir faire eux-mêmes. Et tout ça, ça a des coûts qui ne sont pas possibles pour toutes les personnes en France. Alors je vais demander aux auditeurs, aux auditrices, est-ce que vous avez changé vos modes de consommation? Est-ce que vous consommez moins pour vivre mieux? Ou est-ce que vous consommez moins, oui, parce que vous êtes obligé de consommer moins? Ou est-ce que vous êtes en déconsommation parce que c'est un choix, un véritable choix d'être en déconsommation? Qui est en déconsommation? Qui consomme différemment aujourd'hui? Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que la déconsommation, c'est un choix qui est vécu comme vrai par les personnes. Mais nous, d'un point de vue anthropologique, quand on va regarder le phénomène, on va se rendre compte que c'est un petit peu plus compliqué que ça et que c'est souvent un choix par défaut parce qu'on ne se sentait pas forcément bien dans son quotidien où on cherchait à améliorer les choses. Donc, qui consomme moins et qui vit mieux? Comme je vous l'ai dit,
Potentiellement tout le monde, vraiment. Mais après, on va avoir une surreprésentation de ce qu'on appelle les créatifs culturels. Mais il y a consommation alimentaire et autres consommations aussi. Exactement. Je sais pas, l'habillement, et pas que l'habillement, l'automobile et même les produits high-tech. Alors ça a commencé par l'alimentation parce que l'alimentation c'est ce qui touche au plus profond de sa personne et c'est ce qui est le plus facile. Ça a commencé par l'alimentation, après ça a continuer avec tout ce qui est économie collaborative qui est très aidée avec toutes les plateformes digitales qui permet de consommer différemment et plus facilement. Et après, effectivement, les gens ont une implication environnementale et ça passe par plus de vélo, par essayer de marcher un peu plus à pied. Et chacun à son échelle peut faire quelque chose et c'est comme ça que les gens nous le ramènent quand on fait des études de terrain. Et on achète moins de vêtements, par exemple, oui. Alors, il y a certaines personnes qui vont acheter moins de vêtements, qui vont être les minimalistes. Oui. En pratique, on est quand même sur des choses qui se maintiennent, surtout avec Internet et les nouvelles manières de s'équiper. Et puis, il y a aussi celles et ceux qui fabriquent leurs propres produits, produits d'hygiène, par exemple. Exactement, le do-it-yourself, et ça touche également... oui. Ça touche vraiment toutes les personnes et tous les secteurs du quotidien. Mais après, on a le do-it-yourself parce qu'on est sous contrainte de budget et c'est pour vivre mieux. On a le do-it-yourself parce que ça devient un petit peu un passe-temps et c'était comme faire du crochet il y a quelques années. Et il y a le do-it-yourself en tant que style de vie et comme facteur de distinction sociale pour une élite socioculturelle. C'est-à-dire que c'est devenu un petit peu hype de faire soi-même quelque chose. Ça veut dire à la mode. Exactement. À la mode de faire soi-même quelque chose. Oui. Ouais. Oui. Bon, oui. Mathieu, vous dites comme dans le temps, où on faisait du crochet, mais dans le temps, on faisait ces produits ménagers avec du vinaigre blanc déjà. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont pas extraordinairement nouvelles, mais juste il y a cette hype socio-culturelle qui s'en empare et donc ça donne l'impression qu'il y a une mode là-dessus. Alors toujours on est sur un paradoxe, donc d'un côté on est en train de revenir à des choses qui sont très classiques, on est sur un retour de la naturalité qui en général passe par les réseaux sociaux, passe par des tutos, passe par plein de choses et d'un autre côté effectivement on a une petite minorité qui est en train de se réapproprier ce mouvement-là, qui est visible et qui est en train d'influer une nouvelle manière de consommer. Par exemple sur le do-it-yourself, oui. le fais-le toi-même, c'est du bricolage. Ça a toujours été le hobby numéro 1 des Français. Exactement, mais c'est pas n'importe quel bricolage en fonction des personnes qui vont se lancer dans ces activités-là. Les personnes qui vont acheter des livres dans les librairies grand public pour pouvoir faire leur rideau, pour pouvoir faire leur table basse eux-mêmes, et d'autres personnes qui vont créer un style à la fois personnalisé mais qui répond à des grandes tendances de société comme ce qu'on peut voir sur Pinterest, c'est différent. Il faut bien prendre en considération toutes ces nuances-là. Bien, nous allons prendre Kevin dans un instant. Je rappelle, Fanny Paris, que vous êtes spécialiste des habitudes de consommation et que vous êtes chercheur associé à l'Institut lémanique de théologie pratique de Lausanne. Expliquez-nous. Exactement. Déjà, personne n'est parfait. Alors, qu'est-ce que l'Institut lémanique de théologie pratique de Lausanne ? Alors, c'est un institut qui va s'intéresser à l'influence du sens et des croyances des individus dans leur quotidien de consommation. Parce qu'on se rend compte... Alors, raconte, parce que ça, c'est passionnant. Non, mais attendez, on se rend compte de quoi, Fanny Paris ? On se rend compte que consommer, c'est déjà un acte qui dépasse l'individu lui-même et qu'en fonction de qui il est, de comment il a été élevé, de où il vit, ça n'aura pas le même sens de consommer tel ou tel produit. Et mon rôle, c'est vraiment de comprendre quel est le sens, quelles sont les représentations qui vont conditionner cet usage-là et à un moment donné, quelle est la place de ce produit-là dans son quotidien et dans son imaginaire. Il y a une influence religieuse sur la consommation ? Évidemment. Évidemment. Il y a une double influence religieuse, celle des grandes religions qui ont irrigué notre culture et nos sociétés, et également un retour de nouvelles formes de spiritualité où les gens aussi se bricolent leurs propres croyances pour essayer de se sentir mieux au quotidien. Ah bon, c'est très intéressant. Non mais Fanny Paris, non mais très bien. Et Kevin sera là dans un instant. Allez, il est 9h15, vous êtes sur RMC. Êtes-vous prêt à consommer moins pour vivre mieux ? Vous votez, vous nous le dites, oui ou non par SMS au 6 10 71. Aucun chantier ne leur résiste. La rénovation du Mont-Saint-Michel, c'est eux. Le Sacré-Cœur, c'est encore eux. Les maçons de l'extrême, Thierry et Bernard Parpin. Tout devient possible quand on travaille avec Citroën Berlingo. En ce moment, Citroën Berlingo Blue HDI est à partir de 119 € par mois, contrat de maintenance compris. Citroën.
Location longue durée 48 mois, 60 000 km après un premier loyer de 2 605 €, offre non cumulable hors taxe réservé aux professionnels, valable jusqu'au 30 septembre. Détails sur citroën.fr. L'événement, ce sont toutes les nouveautés du 25e anniversaire de Disneyland Paris. Une nouvelle parade impressionnante et nouveau show nocturne spectaculaire Disney Illumination. Une nouvelle parade encore plus impressionnante et un tout nouveau show nocturne spectaculaire Disney Illumination à l'occasion de son 25e anniversaire. Venez découvrir Disneyland Paris comme vous ne l'avez jamais vu. En ce moment et jusqu'au 27 septembre, le billet adulte est au prix du billet enfant. Conditions et réservations dans certaines billetteries sur disneylandparis.com. RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h16 minutes. Nos habitudes de consommation, c'est passionnant, hein, c'est passionnant. Kevin est à Bourg-les-Valences dans la Drôme. Bonjour Kevin. Bonjour Jean-Jacques. Alors vous avez modifié votre mode de consommation, Kevin? Alors, ça c'est depuis longtemps. L'exemple type, c'est par exemple l'utilisation du Bon Coin, où j'achète quasiment rien de neuf, parce que sur le Bon Coin, on trouve des objets, on donne une deuxième vie à des objets qui sont quasi neufs, et pour l'acheter 2 fois moins cher. Hein. Oui. Pour acheter 2 fois moins cher. Alors, est-ce que c'est purement économique, ce choix, de votre part, Kevin? C'est-à-dire que, est-ce vraiment pour acheter moins cher, ou est-ce qu'il y a aussi autre chose? Il y a cette volonté de ne pas être dans la masse qui suit aveuglément une consommation. C'est une logique générale. Si je vous demande à vous, Jean-Jacques, ou à n'importe qui autour de vous, est-ce que vous préférez votre famille ou votre travail? Vous allez me répondre instinctivement. J'espère, en tout cas, votre famille. Oui. Donc, et pourquoi, dans votre vie, par contre, vous placez votre travail en priorité? C'est-à-dire pas vous particulièrement. Oui, je comprends la question. Beaucoup de gens vont passer 50 heures, 60 heures par semaine à se consacrer à leur travail, sous prétexte qu'ils veulent s'occuper de leur famille, alors qu'en fait, s'occuper de sa famille, c'est passer du temps avec eux. Et là, moi, c'est ça que je comprends pas dans ce monde où on vit, où il y a cette... moi, je suis agent commercial indépendant, et quand j'explique que ma femme a pris un 80%, elle bosse plus le vendredi, et que moi, j'essaye de plus bosser les vendredis, du coup, pour passer du temps avec mon enfant qui a 6 mois, je passe pour un uluberlu, ou presque un fainéant qui veut pas travailler. Mais non, c'est des calculs où... peut-être que j'aurai 500 € de moins à la fin du mois, mais j'aurais passé 3 jours par semaine avec ma famille, et au lieu de faire des choses payantes et aller consommer, on va se promener dans la forêt, on est dans la Drôme, il y a des super coins, il y a des choses gratuites à faire qui sont géniales. Donc c'est une logique globale où acheter des objets toujours neufs, chers, ça sert à rien. On a les mêmes d'occasion et ça donne une deuxième vie au produit, donc c'est une logique générale. Fanny. Alors, déjà, bonjour Kevin, vous n'êtes pas un hurluberlu. Il y a à peu près un tiers de la population en France qui est dans la même conscience que vous, dans cette même démarche un petit peu plus globale. Après, ce qui est très intéressant d'un point de vue anthropologique, c'est qu'on voit qu'à l'échelle de la vie du quotidien, les gens sont en train de réorganiser leurs priorités et du coup de faire ce qu'on appelle un arbitrage stratégique en se disant j'ai envie de passer du temps avec ma famille, j'ai ça comme budget, comment je fais pour vivre au mieux avec toutes ces contraintes-là en mettant des priorités qui étaient peut-être un petit peu différentes que celles qu'on avait avant. Voilà, merci Kevin, merci pour ce témoignage. Joanne est à Antony dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Joanne. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Vous avez changé votre façon de consommer, Joanne? Oui, effectivement, et c'est une façon de consommer différente parce que tout simplement on a un fils de 6 ans qui à l'âge de 4 ans a décidé qu'il ne souhaitait pas manger d'animaux qu'on avait tués. Donc il a commencé à enlever au fur et à mesure de la viande et puis de poisson, et on a commencé à réfléchir avec mon mari et savoir comment est-ce qu'on faisait parce qu'on était des gros consommateurs de viande et de poisson à la maison avec notre fille un peu plus grande. Alors ce qu'on a fait, c'est que effectivement on a commencé à acheter plus de légumes. Et on a réalisé que les légumes en grande surface n'étaient pas forcément bons, que c'était des légumes de mauvaise qualité. Alors on s'est dirigé vers les cueillettes, parce qu'on en a pas mal en Ile-de-France, vers plus des marchés, mais plutôt des petits commerçants également. Et là, bizarrement, on s'y est pris au bout. Les enfants, ils ont commencé à aimer ça parce que aller à la cueillette, cueillir ses tomates, ah oui, c'est comme ça que ça pousse les tomates, les haricots verts. Voilà, donc une nouvelle dynamique s'est créée et honnêtement, je regrette pas finalement. Et on consomme beaucoup mieux. C'est un petit peu plus cher effectivement parce que on n'achète pas les fruits et légumes en grande surface.
Mais voilà, on consomme moins mais mieux. Voilà, moins mais mieux. Vous entendez? Voilà, exactement. Exactement. Et Fanny Paris, oui. vous entendez? J'entends très bien. Mais Joanne n'est pas la seule, là. Il y a aussi... parce que ce greffe de multiples paramètres, si je puis dire, hein, avec de multiples réflexes. Bah là, ce qui est très intéressant, c'est que ça émanait du petit dernier. Donc, c'est le petit dernier qui a eu cette sensibilité nouvelle par rapport à la viande. Et c'est vrai que nous, dans les études de terrain, on se rend compte qu'en général, c'est toujours la cause animale, quand même, dans une grande majorité des cas, qui va être l'élément déclencheur. Parce qu'au final, il y a toujours quand même un élément déclencheur qui, à un moment donné, va nous amener à modifier notre comportement alimentaire. Et là, ce qui est salutaire dans sa démarche, c'est qu'elle est passée dans de la diversification alimentaire et que du coup, ses enfants adorent les légumes. Et en milieu urbain, c'est pas toujours évident quand on a des enfants. Non, c'est pas évident, effectivement. Ah oui, ça c'est sûr. Merci Joanne. Frédéric est artisan boulanger à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Jacques. Vous l'appliquez à vous-même, cette déconsommation? Tout à fait, tout à fait. Déjà, sans parler d'alimentaire, déjà en termes de voiture, je suis au centre de Nice. Donc déjà, j'ai plus de voiture de la semaine. Quand j'ai besoin d'aller en ville, je fais mes 20 minutes de marche à pied, c'est bon pour la santé et ça fait des économies puisqu'avant, ça me coûtait un plein environ 60 € la semaine et maintenant, j'ai plus de voiture, j'en trouve plus l'utilité finalement. Donc déjà, c'est une grosse économie et même en termes de consommation, tous les jours maintenant, j'ai un petit légumier qui est pas loin qui achète des produits locaux et qui me les revend. Donc on utilise du local. J'étais un viandard, mais je réduis ma consommation. Parce que c'est vrai, quand on voit dans quelles conditions on voit certains abattoirs, ça fait peine à voir, donc ça donne pas envie d'y participer à ça. Mais au-delà de ça, en tant qu'artisan boulanger, j'ai la chance de fabriquer des produits. Donc maintenant, je recrée des produits. À titre d'exemple, j'ai lancé il y a une semaine le croissant tradition. C'est tout nouveau. J'ai pris exemple sur la baguette tradition, qui est sans additifs, sans colorant, sans aucune saloperie, en étant vulgaire. Je me l'applique pour le croissant. Je fais des croissants tradition avec la farine tradition, c'est-à-dire sans aucun additif et en utilisant des beurres AOP. En l'occurrence Charente-Poitou, comme ça je vends un produit 100% naturel. Et je ne le vends pas forcément plus cher, puisque comme vous savez qu'on est en pleine pénurie de beurre et que le beurre a doublé de toute façon de prix en un an, il fallait augmenter légèrement le prix des croissants. Je l'ai fait, mais par contre j'en ai encore augmenté la qualité. Et que disent vos clients, Frédéric? Ils sont contents parce que ils sont contents. Ils peuvent être que contents. On leur apporte une nouvelle qualité, des nouveaux produits. Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est tous ces scandales alimentaires qu'on a en ce moment. Et surtout, je serais tenté de dire ce qu'on aura dans les mois et les années à venir. Ça me fait très peur. Donc moi, j'ai pas envie d'empoisonner mes clients. Donc petit à petit, je me réadapte à mes produits dans ma fabrication, à utiliser les meilleures matières premières possibles. Et au moins, on donne le choix aux clients. Voilà, vous pouvez aller acheter un croissant à 40 centimes, mais vous savez que vous en aurez pour le prix que vous mettez. Ou alors, vous pouvez venir chez un artisan qui va vous vendre un croissant 90 ou 95 centimes et qu'en plus, il est tradition sans aucun édulcorant, sans aucun additif, sans amyle acide fongique, sans acide ascorbique, puisque c'est ce qu'on trouve dans les produits industriels. Et c'est ce qui fait qu'on aura de plus en plus d'allergies aussi dans les années à venir, parce que toutes ces personnes qu'on voit allergiques au gluten, mais c'en est blindé dans tous les produits industriels. Quand est-ce qu'à la télé, on va nous expliquer qu'il y a des produits, il ne faut pas les manger? Parce qu'on nous dit à chaque scandale alimentaire, mais faudrait en manger matin, midi et soir pendant 30 ans. Mais oui, mais chaque semaine, on nous sort un nouveau scandale. Donc, s'il ne faut pas manger les gaufres, s'il ne faut pas manger les biscuits, s'il ne faut pas manger les œufs, finalement, j'en mangeais 3 fois par jour, puis ça fait plus de 30 ans que j'en mange. Est-ce que je ne suis pas malade? Et c'est ça les vraies questions. Et je pense qu'il faut faire un travail dans le sens des artisans qui, eux, peuvent changer leur méthode de fabrication. Bien, merci Frédéric. Belle intervention, non, Fanny? Il met le doigt sur un problème majeur. C'est qu'effectivement, les gens ont peur et les gens ne savent plus comment ils doivent consommer pour être en bonne santé et pour prendre soin de notre planète. On leur fait peur de tous les côtés. On est un peu responsables, nous aussi. Mais enfin, en même temps, c'est la réalité que nous rapportons. Exactement. Et c'est une réalité qui n'est pas nouvelle, mais les gens l'ont découverte depuis quelques années et c'est ce qui est moteur du changement, d'abord pour eux et ensuite pour les autres et par extension pour la planète. Oui, Christine, on va prendre Christine. Bonjour, vous êtes à Saint-Paul-Trois-Châteaux, c'est dans la Drôme. C'est ça, voilà. Nous sommes vraiment dans la Drôme ce matin. Oui, bonjour madame. Bonjour. Et j'entendais aussi le monsieur, là justement, moi-même je suis devenue allergique au gluten à cause du pain avec des adjuvants, que je mange plus d'ailleurs. À cause de ça, il a raison, et je suis malade de la thyroïde aussi, donc voilà. Et comme je disais à votre standardiste, que moi j'ai vécu il y a 57 ans, donc nous on a vécu tout le temps à faire attention.
Oui. Et avoir des aliments, on allait sur le marché, des aliments, etc. J'ai été élevée vraiment comme ça. Et dans les années 90, moi j'avais ma grande fille, elle a 30 ans maintenant, donc elle était petite, c'était le grand boom tout ce qui était emballé, vous savez, le McDo, l'arrivée du McDo, l'arrivée des... Et en fait, au retour, en finale, maintenant, 20 ans après, elle a des gros problèmes d'intestin par la malbouffe que je lui ai donné malheureusement, puisque j'étais une jeune maman et j'ai complètement... et c'est vrai, parce qu'il y avait trop... c'était les premiers additifs, tous ces produits chimiques qu'on a... Moi, j'avais une trentaine d'années, donc j'ai fait comme beaucoup de mamans, pour l'école, tous ces sandwichs, vous savez, tout ce qui est croissant emballé et tout, ça lui a complètement bousillé la santé. Et donc maintenant j'ai des enfants, j'ai des jumelles, et depuis déjà une bonne dizaine d'années on fait attention vraiment depuis les débuts des années 2005-2006, là pratiquement 10 ans, je refais attention et à manger. Et pourtant on est ouvrier, donc on n'a pas vraiment des gros salaires, et de plus en plus je vais acheter des produits bio, donc on a une ferme, et mes fruits bio, mes légumes bio, mon pain bio aussi qu'on achète comme ça, on consomme beaucoup moins. Et vous voyez, comme elle disait la dame, j'avais à peu près pour 170-180 courses par semaine dans un grand centre commercial. Et là, maintenant, j'achète le basique, donc les yaourts, papier toilette, tout ce qui est le basique. Et j'en ai pour 100 €. Et le reste, c'est vraiment ma consommation alimentaire de légumes et de fruits, quoi. Bien, Christine. Oui, Mathieu. J'écoute tous les témoignages, mais ça va de Kevin qui est prêt à moins travailler, à Christine sur sa consommation alimentaire, l'économie de carburant de Frédéric. On est complètement dans la décroissance avec cette déconsommation. Oui, merci Christine. Oui. Alors, on n'est pas forcément dans la décroissance, on est dans une nouvelle sensibilité à son quotidien et à la consommation. Donc effectivement, on va faire des choix. On va se dire qu'on va essayer de consommer moins de produits transformés, qu'on va essayer de faire attention à sa santé. Mais les conséquences économiques? Les conséquences économiques, je pense qu'elles sont vraiment à creuser de plus près. Moi, je fais du qualitatif, donc je m'intéresse à ce que vivent les gens. Mais après, effectivement, si les gens consomment moins en supermarché, faut voir si ce budget moyen, il reste pareil, parce qu'au final, ils vont faire des courses qui sont beaucoup plus séquencées, ils vont aller dans plusieurs petits magasins. Souvent, c'est des produits qui sont plus qualitatifs, qui coûtent plus cher. Donc après, tout est à nuancer quand même. Bien, merci Fanny Paris, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes anthropologue, vous êtes chercheur associé à l'Institut lémanique de théologie pratique de Lausanne et spécialiste des habitudes de consommation. Que nous disent nos auditeurs, Mathieu? Êtes-vous prêt à consommer moins pour vivre mieux? Réponse finale, oui à 78%. Oui à 78%, il y a donc une aspiration extrêmement forte. Exactement, mais ce qu'il faut faire attention, c'est la différence entre les aspirations et les mises en pratique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à ça, mais c'est pas pour autant qu'au quotidien, tout le monde le fait. Merci, 9h28, c'est la fin de notre premier bureau de vote, le second. Après... Et la question, approuvez-vous l'alignement progressif du prix du gasoil sur celui de l'essence, oui ou non, par SMS au 6 10 71. Le progrès de l'entreprise passe par le progrès du dirigeant. Avec l'APM, association indépendante et apolitique, les dirigeants confrontant tout